Nous avions parlé la fois dernière de la communication non violente et nous avions prouvé par l'exemple du prophète que l'éducation, c'est d'abord l'amour et que la violence doit être écartée, qu'elle soit physique ou symbolique. Maintenant, nous devons nous poser une question. Peut-on punir ses enfants? Et si oui, quelles sont les limites? Évidemment que nous pouvons punir, voire même il nous est demandé en tant que parents de punir nos enfants quand ils le méritent. Donc le principe de la punition, je pense qu'il n'est pas en soi mauvais, ni même peut-être discutable. Parce qu'on met des limites à nos enfants et qu'ils viendront à les franchir, à les transgresser. Parfois, selon les caractères, ils auront besoin de certaines punitions. Et la punition en soi n'est pas mauvaise. Elle est même bonne quand elle est réfléchie, mesurée, adaptée, bien intentionnée. Avant de punir, quand un enfant fait une bêtise, il faut d'abord évaluer le degré de gravité de son geste. Est-ce que c'est vraiment grave ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, notre punition devra être adaptée. Est-ce que c'est vraiment grave? Pour savoir si c'est vraiment grave, il faut d'abord comprendre ce qui a poussé l'enfant à faire la bêtise. La première étape dans la punition, après avoir fixé des règles, c'est de comprendre pourquoi l'enfant a enfreint la règle. Donc on est dans une démarche réfléchie. On ne réagit pas par colère d'abord. On essaie d'analyser. Est-ce que véritablement l'enfant avait l'intention de désobéir? Est-ce que derrière cette bêtise, il n'y a pas un message qu'il souhaite transmettre à ses parents? C'est sa manière de s'exprimer. Il a cassé, il a jeté, il boude, il n'a pas fait ses devoirs. Est-ce que finalement, il n'est pas en train de communiquer avec nous à sa manière? Tout ça, ça demande évidemment de l'analyse. Donc, comprendre l'enfant, c'est d'abord important. Donc, évidemment, ça nous demande de bien faire la différence entre les différents types de comportements, le caractère des enfants, quels sont leurs besoins, leurs sensibilités. Il faut lire également les études dans ce sens. Tout ça, c'est important. La psychologie enfantine, etc. Maintenant, la punition. Une fois que nous considérons en tant que parents que l'enfant doit être puni. Comment doit être cette punition? La première des choses, c'est qu'elle doit être réfléchie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas punir immédiatement sous la colère. Parce que la colère aveugle. Je vous raconte cette petite anecdote. Un jour, un informaticien a fourni un long travail sur son ordinateur. Il a passé des heures. À un moment donné, il prend une pause café. Et quand il revient, il trouve son fils assis sur sa chaise, en train de taper sur le clavier. Et à sa grande surprise, tout son travail a disparu de l'écran. Réaction spontanée, colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il gifle son fils. Grosse bêtise. Va dans ta chambre. Il s'assoit, la colère commence à se calmer, à se dissiper, il reprend ses esprits et il regarde bien son écran. Et il remarque qu'en bas, 2 fenêtres ont été rétrécies. Il ouvre la première, son travail est là. Il ouvre la deuxième et il voit sur la page écrit « Papa, je t'aime ». Donc en fait, ce père vient de faire une grande erreur. Il s'est précipité
il n'a pas parlé, il n'a pas vérifié, il a juste sanctionné. Bon, c'est une anecdote, mais qui, à mon avis, peut être transposée à des cas. Quand on punit trop vite, on finit par parfois regretter. Donc d'abord réfléchir, ne pas réagir bêtement et frapper tout de suite ou punir tout de suite. La deuxième des choses, c'est que la punition doit être juste. Ah oui, il faut bien s'assurer qu'il mérite d'être puni. Parce que parfois, il y a des punitions qui sont injustes. Par exemple, les punitions générales. Je vous donne un exemple. On a préparé une sortie avec nos enfants. On leur a promis de les sortir et ils ont un mauvais comportement. Il a un mauvais comportement. L'un d'entre eux. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, comme tu n'as pas eu un bon comportement, eh ben, tout le monde sera puni. Pas de sortie aujourd'hui. Celui qui a commis la bêtise, il ne sera pas content, mais il finira sûrement par comprendre. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Pourquoi est-ce que tu nous punis? Non, mais c'est pour tout le monde. Bien, parfois, c'est ce qui se passe à l'école. Punition générale. La punition généralisée est en soi injuste, puisqu'il y a des innocents qui subissent ce que font les autres. Maintenant, si effectivement on considère qu'on doit annuler la sortie parce qu'on ne va pas laisser un enfant à la maison et sortir les autres, ça serait pire, ben, il faut expliquer aux autres en leur disant, ben, vous savez, je ne vous ai pas puni, c'est lui le responsable. Bon, il ne faudrait pas qu'ils aient la haine de lui, mais il faut expliquer les choses et faire en sorte que les innocents comprennent et soient solidaires et comprennent notre démarche. Je vous raconte une histoire vraie. Mohammed al-Fatih, qui sera le chef militaire turc qui réussira à prendre Constantinople en 1453, je pense. Mohammed al-Fatih a reçu une éducation militaire, enfin, une éducation religieuse, morale, mais aussi militaire. Et il avait comme précepteur un savant. Qu'est-ce que va faire ce savant, Shams ad-Din? Un jour, alors qu'il était enfant, il va flanquer une correction à Mohammed al-Fatih. Sans raison. Sans raison. Quand Mohammed al-Fatih va grandir, qu'il deviendra le roi ou le calife, il va interpeller son ancien précepteur en lui disant « Tel jour, tu m'avais frappé injustement. Explique-toi aujourd'hui. » Qu'est-ce que va dire son ancien précepteur? Il va dire « Je t'ai frappé, tu n'avais rien fait. Mais si je l'ai fait, c'était pour que aujourd'hui tu ne fasses pas injustice aux gens. J'ai voulu que tu goûtes à l'injustice pour qu'aujourd'hui tu n'en sois pas à l'origine. J'ai voulu que, étant jeune, tu sois injustement puni pour que plus tard tu ne reproduises pas ce que tu as subi. » Évidemment, ce n'est pas une manière d'éduquer un enfant. Bon, ça a marché, apparemment, mais ce n'est pas une manière parce que c'est injuste. On le punit, il ne sait pas pourquoi. C'est trop risqué. Donc la punition doit être réfléchie, elle doit être juste et aussi proportionnelle et non exagérée. C'est pour ça que la question de la correction physique, les psychologues, psychothérapeutes, se sont posé la question, est-ce que la correction physique, flanquer une fessée, une gifle à son enfant, est-ce que c'est efficace? Bon, sur le coup, c'est efficace. La question, c'est pas est-ce qu'il va arrêter, il sera forcément obligé d'arrêter, puisqu'il
il ressent une douleur. La question c'est, est-ce qu'il va recommencer? Est-ce que la correction physique est efficace au sens où elle transmet une valeur et elle empêche l'enfant de reproduire? En théorie, non. En théorie, la correction physique n'enseigne rien. Mais dans la pratique, si. Dans la pratique, et voire même, j'ai entendu récemment qu'il y avait même des études aux États-Unis qui font la promotion de la correction physique quand elle est réfléchie et mesurée. Le fait de flanquer une fessée à son fils est parfois plus éducateur que de le mettre au coin, ou de crier sur lui, ou de l'humilier. C'est parfois mieux de lui mettre une fessée que de l'humilier devant les autres, ou de le priver de notre affection, ou de ne pas lui parler. C'est-à-dire que toutes ces choses, toutes les punitions qu'on vient d'utiliser, qui ne sont pas physiques, qui sont morales, eh bien c'est une forme, entre guillemets, de torture psychologique qui est pire que la correction physique. Il n'y a rien de pire que d'être humilié et blessé pour un enfant. La correction physique fait mal, mais elle est de courte durée. L'humiliation laisse des traces. Donc certains psychologues disent qu'il vaut mieux flanquer une fessée, tirer une oreille, évidemment sans exagérer, que de priver l'enfant de quelque chose d'essentiel, ou de l'affection, ou de le mettre au coin, ou interdiction de sortie, ou de l'enfermer. Tout ça, c'est, en termes d'impact psychologique, c'est beaucoup plus néfaste que la correction physique. Et c'est peut-être pour ça que notre prophète bien-aimé a dit « Enseignez la prière à vos enfants à partir de 7 ans. Et si à 10 ans, ils ne la pratiquent pas, vous pouvez les corriger physiquement. » Donc la première étape, entre 7 et 10 ans, c'est d'inciter l'enfant par un système de récompense, mais aussi par l'exemple, l'inciter à prier. Si à 10 ans, puisqu'il commence à s'approcher de la puberté, si à 10 ans, après 3 ans d'effort, il ne veut pas prier, on peut passer à une correction physique. Donc le fait qu'il cite la correction physique venant de lui qui est le prophète de la paix, le prophète de la miséricorde, ça signifie que peut-être dans la correction physique, que c'est meilleur que d'autres formes de punition. Et enfin, dans l'éthique de la punition, il s'agit de ne pas condamner ou dévaloriser l'enfant. Et nous avons un exemple, mais appliqué à un adulte, mais c'est encore plus vrai pour un enfant. On a apporté au prophète un homme en état d'ébriété. Et dans la société médinoise, qui était musulmane, la consommation d'alcool était interdite par la loi. Prendre en flagrant délit un homme de consommation d'alcool ou étant ivre, c'était puni par la loi. Et comment le prophète corrigeait ce genre de personnes? Par une correction physique. On flanquait à cette personne une correction physique. Et après, c'est tout. Si le prophète pratiquait ça, alors qu'il est le prophète de la miséricorde, encore une fois, c'est peut-être la punition la moins pire et la plus efficace que de le mettre en prison ou qu'il y ait une amende. Parce que l'amende, ça nous prive d'un argent qui nous est utile et surtout, ça met notre famille dans... On punit en même temps la famille, puisque l'argent, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour sa famille. Mettre en prison une personne, ça pénalise la famille. Alors que quand il reçoit une correction physique, ça le touche lui. Donc c'est peut-être, en tout cas à l'époque, la punition ou la sanction la plus clémente. Donc on lui a flanqué une correction. Et qu'est-ce que va dire un homme? En flanquant la correction, il va dire que Dieu te maudisse, que Dieu t'avilisse. Ça fait plusieurs fois que on te ramène. Tu es un récidiviste, un multirécidiviste.
Et là, le prophète, en colère, dit « Je jure par Dieu que cet homme aime Dieu et son prophète. » Il a, c'est vrai, enfreint la loi. C'est un alcoolique. Mais, moi je vous dis qu'il aime Dieu et son prophète. Ne le condamnez pas. Ne le jugez pas sur son fort intérieur. Parce qu'en disant que Dieu t'a béni, c'est-à-dire Dieu t'aime pas, t'es condamné à être rejeté. Le prophète dit non. N'aidez pas le diable contre votre frère. Ça signifie que la correction ne doit pas s'accompagner d'une humiliation ou d'une condamnation. Et ça, c'est très grave. Quand on insulte un enfant, t'es un bon à rien. Ou bien, tu sais pas travailler, t'es un fainéant, tu seras toujours comme ça. Ça, c'est des choses qui blessent un enfant. S'il mérite une fessée, qu'il reçoive une fessée. Mais attention à ce qu'on dit par notre langue. Ça peut être plus néfaste et ça fait plus mal qu'une fessée. Il ne reste plus qu'à traiter, pour clore ce sujet, de l'éducation des enfants, de la protection des enfants. Comment les protéger et contre quoi les protéger. Et ça sera la dernière vidéo dans le prochain épisode.